Paris, Abidjan, Bamako, Londres. Réconciliation, Blé Goudé, foncier rural, CPI, un député élu sous la bannière du PDCI RDA crache ses vérités. L'honorable Marius Sarr-Boé, élu dans la circonscription électorale de Yiglo sous-préfecture dans la région du Cavali, n'a pas sa langue dans la poche. Des passages à Paris, il a analysé sans faux fuyant au micro de Event News TV l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Très chers téléspectateurs d'Event News TV, nous vous disons bonjour. Nous sommes sur ce plateau dans le cadre de notre émission Les Grandes Questions d'Actualité pour recevoir le député Sarr-Boé Marius. Il est élu sous la bannière PDCI. Il est aussi le premier vice-président du conseil régional du Cavali. Honorable, bonjour. Bonjour. Que nous vaut votre présence sur les bords de la Seine, ici à Paris? D'accord, avant de commencer, j'aimerais dire que quand on est élu sous une bannière, mais on est député de la nation, et en rentrant à l'hémicycle, véritablement on laisse sa bannière politique pour traiter et parler des grands problèmes de la nation, être le porte-voix de tous les Ivoiriens, au-delà de la tendance politique. Donc, en fait, je suis ici pour croiser la diaspora, pour échanger avec elle sur les questions d'actualité au pays, et voir quelle peut être leur contribution dans le processus de réconciliation et avoir leur avis sur véritablement certains projets que nous avons amorcés dans le cadre du conseil régional. Justement, vous parlez de réconciliation honorable et nous, tout le monde sait que Yiglo fait partie des grandes villes de l'Ouest de la Côte d'Ivoire qui comptent comme natifs des hauts cadres du pays, dont certains sont en exil. On a parlé des ministres Guilieourou, le ministre Guilieourou, et puis aussi le ministre Hubert Oulaye, qui sont actuellement en exil. Alors, qu'est-ce que vous entreprenez dans le cadre de la réconciliation dont vous parlez pour leur retour sécurisé en Côte d'Ivoire? Mais il faut dire que déjà, si vous avez suivi l'actualité, les cadres de l'Ouest ont entrepris des démarches qui a fait qu'aujourd'hui, l'arrivée de Gossio, de Vossaï et bien d'autres qui arrivent, nous sommes approchés de l'exécutif pour demander d'abord des garanties. Nous avons entrepris des démarches avec les ministres en fonction, avec aussi certains anciens ministres d'État, notamment le ministre Bombé, le ministre Banzio, la ministre Anoloto et les doyens des cadres de l'Ouest et les élus que nous sommes. Nous avons entrepris cette démarche auprès de l'exécutif, notamment nous avons croisé le ministre de la Justice, nous avons croisé le ministre de l'Intérieur, nous avons aussi, dans le cadre de la rencontre que le président a eue avec les WEI, dans le volet hors caméra, nous avons posé ces préoccupations et notre priorité c'était véritablement de tout faire pour que nos frères rentrent et qu'ils ne soient pas inquiétés. Vous savez, en fait, dans la crise que nous avons connue, l'Ouest a subi, mais il n'y a pas seulement que les cadres de l'Ouest. Quand vous regardez un peu ailleurs, les cadres du Nord rentrent sans problème, ils sont accueillis, les cadres du Centre rentrent, mais véritablement, il était important que nous puissions demander des garanties pour la rentrée de nos Justement, honorable, vous parlez de garanties. Quelles sont les garanties que l'exécutif vous a données concernant ces deux importants ministres? Parce que Émile Guilieourou, on sait que dans le gouvernement précédent, occupait un poste vraiment régalien. Il était le ministre, je crois bien, de l'Intérieur. Oui. Et on n'oublie pas aussi le professeur Hubert Oulaye, qui pendant 10 années était aussi aux côtés du président Laurent Gbagbo, un très proche. Alors ceux-là, ils ont vraiment besoin de garanties. Quelles sont les garanties réelles qu'on vous a données? En dehors de tout ce qu'on dit dans le bling-bling. Voilà, en fait, ce que nous disons, nous, c'est nous plutôt qui avons demandé une ligne de garantie. C'est nous qui avons demandé que nos frères ne soient pas inquiétés sur le plan judiciaire. Et si vous vous rappelez, lorsque le président recevait les WEI, il avait posé le cas de Gossio. Aujourd'hui, Gossio est rentré. Donc, nous estimons que c'est à nos frères de faire l'effort. Nous faisons ce que nous devons faire en tant qu'élus, en tant que leurs frères, parce que nous souffrons à leur place aussi. Parce que vous savez, lorsque votre frère est à l'exil, c'est vous qui voyez les larmes de leurs parents, de sa mère, de ses parents.
aujourd'hui, le ministre Hubert Oula, il est en exil, il vient de perdre sa mère. Oui. Je pense que les funérailles auront lieu en avril. Vous savez, pour nous qui sommes boués, enterrer sa mère derrière soi, c'est vraiment dramatique. C'est des moments difficiles. Donc, c'est des éléments pour nous que nous, véritablement, nous partageons avec eux. Et nous continuons encore à discuter avec le pouvoir pour que, plus individuellement, on puisse donner des garanties pour le retour. Mais je pense aussi qu'il est de notre devoir aussi de faire aussi la même démarche auprès de nos frères en allant vers eux. Et c'est dans ce cadre-là qu'au niveau du conseil régional du Cavali et aussi les élus du Guémont et du Cavali, on entend aller vers nos frères pour échanger avec eux, pour que véritablement on puisse voir quelles sont les craintes réelles. Parce que, au-delà des garanties que nous demandons, mais s'ils ne sont pas rentrés, c'est que véritablement ils ont des raisons. Ouais, justement, et voilà, donc il est important que nous fassions. Voilà. Qu'est-ce que vous entendez par ça à eux de faire aussi des efforts? Non, je n'ai pas dit ça à eux aussi de faire des efforts. Il ne faut pas prendre les choses comme ça. Je dis que nous avons discuté avec le pouvoir, nous avons demandé des garanties, que personne ne soit inquiété judiciairement, on nous a donné des garanties. S'ils ne sont pas rentrés, c'est à nous encore, la même démarche que nous avons fait vers le pouvoir, d'aller vers eux, échanger avec eux pour qu'effectivement, ils nous disent quelles sont les inquiétudes. De telle sorte qu'en ayant les deux positions, on sait quelle démarche mener. Mais le plus important, nous ne serons jamais fatigués de nous battre pour que nos frères reviennent. Parce qu'en réalité, vous savez, c'est maintenant pas des politiques, mais les cadres de l'Ouest, au départ, c'est cette solidarité dont, quand nos parents nous voient ensemble, c'est ça réellement qui fait véritablement que le charme de la politique, c'est de pouvoir voir son frère, l'accepter dans la différence, challenger ensemble, mais tout cela dans le seul but de pouvoir porter le développement dans notre région. D'accord. Honorable, on va continuer cet entretien. Récemment, on a vécu à l'Assemblée nationale et nous voudrions, nos lecteurs et nos téléspectateurs voudrions bien que vous nous donniez l'ambiance qu'il y a eu. Il y a eu cette petite crise qui est née du refus des députés PDCI de signer un certain nombre de projets, enfin, d'examiner un certain nombre de projets de loi qui ne portaient pas la signature du président Ouattara en son absence. Comment vous avez vécu ça et quelle était l'ambiance à l'Assemblée nationale? Non, en fait, il n'y a pas eu le refus des députés PDCI. Alors, il y a eu des préoccupations qui ont été portées par les députés PDCI. Oui. Vous savez, en fait, nous sommes en session, nous sommes en vacances parlementaires. Et quand nous sommes en vacances parlementaires, c'est le président de la République seul qui peut convoquer une session extraordinaire. La loi dit que seul le président de la République peut convoquer une session extraordinaire. C'est dans ses droits. Il peut la convoquer à n'importe quel moment et c'est un droit que le président de la République a de nous convoquer pour venir juger sur statuer sur des projets de loi. Donc c'est un droit que le président a. Mais donc à l'Assemblée, effectivement, quand nous sommes arrivés, nous avons constaté que les propositions de loi, les projets de loi qui nous avaient été donnés, l'exposé des motifs et les dispositifs légaux ne portaient pas la signature du président. C'est le constat que nous avons fait. Ce qui habituellement, véritablement, chaque fois que nous envoyons un document, ça porte la signature du président. Ce qui n'était pas courant, vous voulez dire? Voilà, ce qui n'était pas courant. Mais il faut le dire déjà, on a eu un premier cas une fois et nous avons interpellé le pouvoir pour leur dire qu'il faudrait que le président puisse signer. Parce qu'il s'agit ici du président de la République et c'est lui qui engage véritablement la Côte d'Ivoire. Donc, c'est une remarque que nous avons faite. Parce qu'en réalité, même pour dire vrai, le document que nous avons reçu, qui était signé du secrétaire général du gouvernement, disait qu'en attendant que le président de la République signe le titre local, voilà les textes qui sont soumis à la sagacité des députés. Donc nous avons posé le problème, comme dans toute assemblée. Et je pense que je le dis tout à l'heure que quand un député parle, il ne parle pas au nom d'un parti politique. Il parle au nom de la nation. Au nom de la nation. Aucun mandat n'est impératif. Ça dit que le député Sarr Boué n'est plus député PDCI, il n'est plus député de Guiglo. Il est député de la nation. Nous ne sommes pas des élus locaux, nous sommes des élus nationaux. Donc, quand un député futur PDCI pose une préoccupation, ce n'est pas forcément le PDCI qui le pose. C'est le député, c'est la nation qui pose le problème. Et je pense que, bon, on fait des interprétations qui ne valaient pas véritablement parce que nous devons jouer notre rôle, qui est véritablement de pouvoir non seulement être le porte-parole des populations, voter les lois et veiller à l'application de ces lois. Puis c'est un débat.
à plus de raisons, une signature aussi importante que celle du président de la République. Donc, député honorable, on va dire que ces documents on n'aurait jamais dû vous soumettre ces documents sans qu'il ne porte la signature du président. Oui, ben en fait, il ressort que le président aurait signé les documents et que c'est peut-être dans la manipulation qu'il y a eu un souci. Bon, on nous a transmis en pleine session le document signé du président et bon, l'Assemblée a continué. Ok. Honorable, on va continuer sur l'actualité politique. Le FPI soupçonne peut-être à justice, c'est selon ce qu'il pense, le RDR de vouloir passer en force avec la question du recensement de la population qui est aujourd'hui engagée. Quel est l'avis du député Sarr Marius sur cette question? Est-ce qu'aujourd'hui le recensement doit se faire sans que toutes les parties ne se mettent d'accord, ne s'asseyent pour discuter des méthodes à utiliser? D'abord, ce qu'il faut dire, il faut dissocier le recensement de la population du listing électoral. Oui, mais honorable, je ne vais pas vous arrêter, mais le recensement, oui. Les questions de recensement sont aussi liées aux questions de listing. Vous êtes d'accord avec moi? Non, j'arrive. Je pense que nous avons fait la démarche au niveau du PDCI parce que nous aussi on avait ces inquiétudes. Le PDCI était le premier parti qui a convoqué tous ces délégués départementaux pour dire il y a un recensement qui va arriver. Attention, il faut qu'on soit vigilant. Donc nous avons le PDCI a dit vigilance. Et nous avons rencontré l'agence qui s'occupe du recensement et l'Institut national statistique. Nous avons posé nos préoccupations. Nos préoccupations étaient de dire, attention, est-ce que le recensement ne va pas être utilisé pour faire demain des listings électoraux? Est-ce que demain le recensement ne va pas être utilisé pour faire peut-être le découpage électoral? Pour introduire par exemple des personnes qui n'y ont pas droit sur les listings électoraux. Mais ce que vous devez comprendre, électoraux, on va dire. Voilà, ce que vous devez comprendre, c'est que le recensement est un système déclaratif. Le recensement, on ne demande aucune pièce. Sont recensés des Ivoiriens, des non-Ivoiriens, et il s'agit du recensement de la population et de l'habitat. Donc le recensement n'a aucune... C'est-à-dire on ne demande même pas de pièces d'identité au recensement. On ne demande même pas la nationalité de celui qui est recensé, non? Si, on demande la nationalité. Okay. Mais on demande la nationalité. Mais je veux dire que le recensement ne peut pas être utilisé pour pouvoir faire, comment dirais-je, un listing électoral. Alors, mais pourquoi le PDCI avait dit, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, attention, il y a un recensement qui va se faire, il ne faudrait pas que ce soit utilisé demain pour... oui, parce que nous avons les mêmes inquiétudes peut-être que les FPI. Oui. Parce que pour nous, on s'est dit que, est-ce que quand on finit le recensement, on ne va pas faire, comme c'est des informations statistiques, on ne va pas prendre ces recensements pour pouvoir dire, bon, écoutez, on n'a pas peut-être les moyens, il faudrait qu'on utilise ce recensement pour faire des choses. Mais il faut savoir que derrière ce recensement, il y a des bailleurs de fonds. Il y a certains organismes internationaux qui sont derrière ce recensement et qui se sont opposés au couplage du recensement au recensement électoral. Donc, après ce recensement, il y aura le recensement électoral. Quelle est la différence entre le recensement général de la population et de l'habitation et de l'habitat et le recensement électoral? Le recensement électoral se fait sur la base des justificatives des pièces. Deuxièmement, au niveau, ici, il s'agit de l'habitat, il s'agit d'avoir une estimation réelle des populations vivant en Côte d'Ivoire. Donc, des non-Ivoiriens seront recensés, des Ivoiriens seront recensés. Je pense que sur cette base, il ne faudrait pas qu'on mette des substitutions. Le recensement est un outil de développement qui permet de faire les statistiques pour pouvoir programmer le développement. Là où, si tel qu'on est inquiet, on doit pouvoir commencer à se préparer maintenant pour le recensement électoral. C'est vraiment la vraie bataille. C'est sur ça qu'il faut s'intéresser. Et le recensement ne peut jamais être utilisé comme outil. Tous les pays qui se sont amusés à coupler le recensement électoral au recensement de la population se sont cassés les nez. Parce que le recensement général de la population, c'est un smartphone, on vient chez Pierre, oui, il est là, sa maman est là, passé par là, ils sont ivoiriens, on couche et puis on avance. On n'a même pas besoin de savoir s'il a envoyé une pièce justificative ou pas. Ça, véritablement, on le fait pas. Mais honorable, pourquoi avoir commencé alors, à votre avis, pourquoi le gouvernement a commencé par Bouaké?
Pas Bouaké. Le recensement électoral doit commencer par la ville de Bouaké. Ça aussi, ça prête à compliquer. Non, bon, vous savez, je pense qu'il y a trop de substitutions. Oui, les substitutions, on est d'accord. On n'est pas au recensement électoral, on est au recensement général de la population. Justement, mais on commence par Bouaké. Mais il faut commencer par... Non, il faut commencer quelque part. Moi, pour moi, je vous dis que le recensement général de la population, le RGPH, n'est pas véritablement un souci politique. Ça, vraiment, ce n'est pas un souci politique. C'est des statisticiens, c'est des techniciens qui font le recensement. Nous, au niveau du PDCI RDA, les consignes nous ont été données de pouvoir véritablement suivre le recensement de telle sorte qu'aucun campement, aucune maison, aucun village ne soit oublié. Parce qu'en réalité, quand ils vont au cours du recensement, s'il est prouvé qu'un campement n'existe pas, certainement que demain, on ne pourra pas peut-être y mettre un bureau de vote. Voilà la vigilance à laquelle nous appelons. Et ce que moi je peux dire à nos amis du FPI, la démocratie demande, la politique de la chaise vide n'est pas une politique saine. Le recensement est là, qui mobilise leurs troupes pour pouvoir faire comme le PDCI poursuivre. Si certains éléments, il faudrait que, je ne dis pas qu'on ait un brin de confiance, mais le recensement est un outil de développement. Ça fait partie de la programmation, permet de programmer le développement. Et l'inquiétude que le politique a, c'est de dire que est-ce que ce recensement ne peut pas être un outil qui va demain, à partir des bases statistiques, être utilisé pour pouvoir faire le recensement électoral. Je pense que c'est la CEI qui fait le recensement électoral et c'est quelque chose d'à part. C'est la CEI qui fait le découpage électoral. Donc voilà le vrai débat aujourd'hui sur lequel il faut discuter. C'est-à-dire, même le PDCI, à son congrès, a fustigé le découpage électoral qui avait été fait au niveau de la législative. Voilà les problèmes pour lesquels il faut véritablement se battre. Aujourd'hui, c'est comment avoir des conditions pour pouvoir aller à des élections justes et transparentes. Il faut s'armer pour mieux suivre le recensement électoral. Sinon, le recensement général de la population, on n'est pas au premier recensement en Côte d'Ivoire. La substitution générale ne peut pas nous amener, on ne peut pas empêcher un gouvernement de faire un recensement. Sans recensement général de la population, on ne peut pas faire le développement. Honorable, on vous a très bien compris et on va revenir à une autre actualité politique qui a marqué ces derniers temps à la Côte d'Ivoire. Les images dégradantes de Charles Blé Goudé et de M. Jean-Yves Dibopieux à la DST. Oui. Les images sont authentiques, celles que nous avons vues en premier. Les secondes aussi sont authentiques. Mais en fin de compte, ce qu'on retient dans l'affaire, c'est qu'il y a eu maltraitance quelque part. Quelle est la vie et quelle est la réaction du député la première fois quand il a vu ces images de Charles Blé Goudé traité, on ne va pas le dire, mais comme une bête de somme à la DST? Bon, en fait, vous savez, je me retrouve sur deux positions. Les images présentées par Blé Goudé, la période qu'on présente Blé Goudé, de l'autre côté, d'autres disent c'est un montage. On a vu un grand article dans un journal de la place qui dit que du montage. De l'autre côté, on dit c'est authentique, mais en tout état de cause. Si tel est que ces images sont authentiques, c'est pas pour un pays qui se veut vraiment démocratique. C'est pas digne si ces images sont authentiques. Non, je vous rassure, honorable, ces images sont authentiques sur les deux bords. Non, je veux le dire. Je veux dire que, vous savez, quel que soit... d'abord, la prison n'est pas une torture, la prison c'est une privation de liberté. Et ailleurs, vous savez, la plupart des grands écrivains sont inspirés lorsqu'ils sont en prison. Mais c'est parce qu'effectivement, ça leur permet de pouvoir... en fait, la prison ne doit pas être une torture. Et moi, je condamne véritablement ces images si telles qu'elles sont authentiques. Et je le dis parce que chacun de nous peut se retrouver dans une situation. Dès lors que vous faites la politique, la première porte qui vous est ouverte, c'est la porte de la prison. Et personne n'aimerait se retrouver dans des conditions telles que nous l'avons vu des images de Charles Blé Goudé. Donc, je pense que l'humain que je suis, l'Ivoirien que je suis, véritablement condamne, véritablement, c'est pas les images qu'on condamne. Parce que les images, c'est pas les images qu'on condamne. C'est véritablement l'acte qui présente ces images. C'est ce que nous avons vu dans les images. Sinon, les images, on les voit tous les jours. Mais c'est ce que nous avons vu dans les images que nous condamnons. Et si vraiment c'est authentique, on ne peut que condamner. Honorable, on va aussi parler du président Laurent Gbagbo, qui se trouve à la CPI récemment. Les juges
qui ont statué après 120 jours pour examiner sa condition de détention, ont refusé de lui accorder la liberté provisoire. Donc on va dire que ça fait maintenant presque 3 ans que le président Laurent Gbagbo est détenu dans ces lieux et beaucoup de voix s'élèvent dans le monde entier pour réclamer sa libération. Vous qui êtes venu rencontrer la diaspora, si on vous demandait, la diaspora que vous rencontrez, si cette diaspora vous demandait quel est votre avis sur la détention de Laurent Gbagbo depuis avril 2011, qu'est-ce que vous leur répondriez? Non, je vais vous dire une chose. Vous savez, moi j'ai une conviction que tout ce que Dieu fait est bon. Vous savez, dans la Bible, il y a ce roi qui est allé à la chasse et qui a perdu son doigt. Et son valet lui disait, ben, tout ce que Dieu fait est bon. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son valet en prison. Et quand il est allé chasser, il a été pris par une tribu de cannibales. Et il s'est retrouvé que cette tribu de cannibales ne mange pas des personnes qui ont un doigt coupé. Et il n'a pas été véritablement emporté par les cannibales. Il revient, il demande à son valet, mais tu avais raison, mais ton Dieu là, c'est vrai qu'il est fort, mais pourquoi il ne t'a pas protégé? Il dit, mais si moi j'étais là, si tu ne m'avais pas mis en prison, c'est tellement que c'est moi qui serais à côté de toi, et tous ceux qui sont allés avec toi sont morts. Toi, tu es sorti vivant. Donc en fait, moi j'ai cette conviction que Dieu a un plan pour chacun. Et je disais à quelqu'un, un de mes frères, je dis, vous savez, lorsque quelqu'un se retrouve au CPI, qui est une juridiction internationale, qui naturellement doit être vraiment très impartiale, si tel est que on n'a rien à le reprocher, la personne sortirait. Mais ce n'est pas évident qu'on se retrouve dans une juridiction africaine et qu'on sorte de prison. Donc moi, véritablement, je mets ça sur le compte du spirituel. Je mets ça sur le compte du spirituel. Je ne suis pas forcément un partisan de Laurent Gbagbo, du président Gbagbo, mais je suis un Ivoirien qui, au-delà de tout, il a occupé des fonctions les plus importantes de la Côte d'Ivoire. Et en tant que président de la République de Côte d'Ivoire, je pense qu'il a droit véritablement aussi à un retour de la nation. Sur ce point, je ne peux que demander que, si c'est la volonté de Dieu, qu'elle s'efface. Voilà tout ce que je peux vous dire concernant la détention du président Laurent Gbagbo. Honorable, merci. On est à la fin de cet entretien. Vous allez bientôt rencontrer la diaspora. Est-ce que vous avez un dernier mot avant que nous ne fermions cet entretien? Non, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des sujets assez importants aujourd'hui qui nous concernent au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous savez, la crise que nous avons connue a montré les limites de notre système, a montré aussi les limites même de l'humanisme que nous avons. Aujourd'hui, en tant que député, j'ai dit député de la nation, c'est vrai, mais l'un des problèmes les plus importants aujourd'hui, c'est le foncier. Et vous savez que j'ai suivi un peu, je suis un peu sur le net, que la diaspora se mobilise, on parle des débats sur le foncier, mais nous aussi, en tant qu'élus, vous savez, il y a une loi qui a été votée. Cette loi qui a été votée sur le foncier, ou du moins ce qui a été, c'est la même loi, elle a été prolongée de 10 ans. Cette loi, il est important que nous, en tant qu'Ivoiriens, en tant que fils de l'Ouest, nous cherchons à la comprendre. Et une fois qu'on la comprend, on va pouvoir trouver les outils pour que cette loi soit appliquée. Parce que cette loi, en fait, qui reconnaît le droit coutumier, cette loi qui véritablement reconnaît qu'il y a des propriétaires terriens. Parce que l'invasion que nous avons connue, aujourd'hui, vous savez, à son temps à l'Assemblée... Vous dites invasion, honorable. Rassurez-vous, moi je suis pas complexé. Rassurez-vous, je suis député, peut-être que si vous me lisez, je ne suis pas complexé quand il s'agit de parler de mes parents. Vous savez, à l'Assemblée, j'ai eu à poser un problème une fois où j'ai lancé une expression pour dire l'Ouest ne sera pas la Palestine de la Côte d'Ivoire. Mais c'était un cri de cœur en tant que député, en tant que fils de la région. Parce que nos forêts ont été envahies. Nos parents aujourd'hui se retrouvent... Par qui? Non, par des personnes venues d'ailleurs. Nos forêts ont été envahies. C'est ce que je voulais qu'on retienne d'abord. Avant de savoir par qui, c'est de trouver les outils que nous avons pour pouvoir régler ce problème. Et nous sommes en train de réfléchir pour apporter les solutions. Mais si on ne connaît pas la loi et comment est-ce que cette loi est en train d'être mise en application, mais on va rater le coach. Aujourd'hui, la phase expérimentale de la délimitation des forêts a commencé à tout le plus. Mais le message que je lance à la diaspora, c'est maintenant que la diaspora doit jouer son rôle.
Parce que la délimitation qui est en train d'être faite va établir le droit coutumier. Et l'État, aujourd'hui, au niveau de tous les plans, va financer la délimitation des forêts. En réalité, quand on regarde les statistiques qu'on a, dans tout le cavalier, il n'y a pas plus de 10 titres fonciers qui ont été obtenus. Il n'y a pas plus de 5 certificats fonciers. Parce que le certificat foncier, le titre foncier, l'ivoirien peut avoir un titre foncier, l'étranger peut se limiter au certificat foncier. Mais ce que nos parents ne disent pas, ou peut-être on ne sait pas, c'est qu'on avait fait croire à nos parents que dans tous les cas, même si tu vends ta forêt à un étranger, il ne peut pas être propriétaire, après on peut lui arracher. Mais non, la loi dit que lorsque l'étranger a un certificat foncier, ça veut dire que vous avez cédé vos droits coutumiers à l'État, vous. Comme l'étranger ne peut pas avoir un droit coutumier, il va signer un contrat de bail avec l'État. Si demain il n'est pas là, ça revient à l'État. Donc, mais vous avez perdu vos droits coutumiers. Je pense que c'est important que nous suivons les démarches, nous suivons l'évolution de la mise en question de cette loi. Parce que dans cette phase aujourd'hui dans laquelle nous sommes, où ils sont en train de faire les délimitations, il y a deux préoccupations majeures qu'il faut soulever. La loi sur le foncier a un élément important qui dit que le droit coutumier, l'exploitation paisible et continue du droit coutumier donne lieu au titre foncier. L'exploitation paisible et continue. Donc il y a un petit piège ici qui est le mot continu. Or, avec la crise qu'on a connue, il se trouve que des cas de force majeure, certains de nos parents se sont retrouvés en exil et ça crée la discontinuité de l'exploitation du droit coutumier. Donc, du coup, le caractère paisible et continu, ces deux éléments qui donnent droit au droit coutumier, ces deux éléments disparaissent. Et nous avons posé cela à l'Assemblée nationale pour dire, attention, c'est vrai, la loi, nous la votons, mais cette préoccupation nous gêne. Parce que ce ne sont plus les propriétaires terriens qui sont sur les terres, c'est des personnes qui sont en exil, et puis d'autres personnes viennent, pas parce qu'ils ont abandonné les terres, mais parce qu'ils sont contraints à l'exil. Et c'est ce que nous devons suivre. Et c'est pour cela que le foncier est lié au retour des réfugiés. Et voilà un peu le vrai problème. On ne peut pas véritablement régler le problème foncier, je ne dis pas en restant véritablement ici, en restant en contact avec les élus que nous sommes, pour pouvoir véritablement apporter la solution, la réponse aux préoccupations de nos parents qui est le foncier. Au niveau du Conseil régional de Cavali, nous avons identifié les problèmes fonciers sur 3 niveaux. D'abord, il faut mettre les gens au travail. Et lorsque vous donnez des projets aux gens, ça va créer le besoin du foncier. Et ça va créer, il y aura un choc parce que des gens auront des hectares de VA qui ne pourront pas planter. Et c'est à ce moment précis là. Aujourd'hui, le Conseil régional de Cavali a lancé une opération de 2000 hectares de VA pour les jeunes du Cavali et les femmes d'Avali. Cette action nous a permis de comprendre que si nous mettons nos gens au travail, moi je vous fais une confidence. Moi j'avais ma forêt, elle a été vendue, je suis allé la racheter. Mais derrière moi, j'ai même racheté la forêt pour certaines personnes. Mais derrière moi, ils l'ont vendue. Parce qu'on ne connaît pas la valeur de la terre. Mais le ouest n'est pas paresseux. Il n'est seulement pas encadré. Quand vous regardez un peu les grandes plantations que vous avez à Yansonbli, à Bono, à Boisseau, à Sassandra, mais c'est les mêmes ouest là, qui travaillent dans les plantations. C'est la diaspora ouest. C'est eux qui travaillent dans les plantations. Donc on n'est pas paresseux. C'est parce qu'effectivement, on n'est pas simplement encadré. Et nous avons décidé donc d'encadrer cette population à pouvoir se prendre en charge et à pouvoir valoriser et mettre en valeur leur héritage. Et c'est à cette seule condition que nous pouvons régler le problème du foncier. Parce que si demain, nos parents arrivent à avoir de quoi planter, c'est à ce moment précis qu'on verra qu'il y a un problème sur le foncier. Le problème, il est là. Mais pour le résoudre, mettons-nous au travail. Donc, en clair, c'est un problème de développement et d'économie. Oui, c'est un problème d'économie et de développement. Et on a besoin du soutien de la diaspora. Vous savez, il y a une substitution légitime. Il y a une substitution légitime entre la diaspora, entre véritablement, vous savez, les Ouest sont pour la plupart FPI. Et naturellement, c'est normal qu'il y ait une substitution et qu'il y ait une crise de confiance entre certains et les élus que nous sommes. Parce que peut-être que nous ne sommes pas du même bord. Mais il y a une réalité, nous avons le même cordon ombilical. Lorsque un de nos parents pleure, c'est nous aujourd'hui qui sommes sur le terrain,
qui leur apportons l'assistance. C'est nous qui séchons leurs larmes. Et aussi, nous savons très bien que chaque larme qui coule, peut-être à Guiglo, ça a ses répercussions ici à la diaspora, au niveau de la diaspora. Au-delà de tout, il faut qu'on essaie de sortir du cadre politique et de réfléchir comment apporter des solutions et des réponses aux préoccupations de nos parents qui n'attendent que leurs fils, leurs enfants viennent ensemble pour leur apporter le bonheur. C'est pourquoi je vous remercie. Merci honorable, merci Okay. beaucoup. En tout cas, vous avez tout dit. Téléspectateurs de l'Internews TV, nous étions avec le député Boé Marius, sans langue de bois, qui nous a parlé, qui a été au fond des sujets. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve pour un prochain numéro des grandes questions d'actualité. Et à très bientôt. Et je vous dis bye. Paris, Abidjan, Bamako,